Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, j'ai grandi en ville, assez loin de la mer. Mais ma mère, elle vient d'un village de pêcheurs. Enfin, ce qui a été pendant des siècles un village de pêcheurs. Une ville que le monde entier appelle Byblos, mais qu'au Liban on appelle Jbeil. C'est une région qui a vécu de la pêche pendant des millénaires et où on prétend que les Phéniciens, en plus d'avoir inventé l'écriture, avaient aussi été les premiers à avoir inventé le filet de pêche. Sauf qu'aujourd'hui, dans ce charmant petit port de Jbeil, les pêcheurs ne ramènent plus grand-chose, parce que les poissons que pêchaient les aïeux de mes aïeux ont pour la plupart disparu. D'ailleurs, la plupart du poisson qu'on mange aujourd'hui au Liban, il est importé. Moi, j'ai longtemps pensé que ça, c'était une situation très libanaise. Il y a eu la guerre, la pollution, la désorganisation du pays. Tout ça, ça devait bien y être pour quelque chose. Mais en fait, partout dans le monde, on observe la même chose. C'est une sorte de super combo. La surpêche, plus le réchauffement climatique, plus la pollution des mers, égale, on est en train de vider la mer d'une partie de ses ressources à une vitesse fulgurante. Ce n'est pas un sujet mineur. Il y a 3 milliards d'humains qui vivent des océans, des mers et de leurs ressources. Pour le dire de manière plus simple, non seulement on détruit le vivant, mais en plus, on épuise nos propres ressources, tout en détruisant des emplois et des écosystèmes. Même moi qui ne connais rien au bateau, je sais que chez les marins, on appelle ça se saborder. Ça pose une question assez fondamentale pour nous autres humains. Est-ce qu'on est capable de mettre des bornes à notre propre capacité d'autodestruction ? Pourtant, en France et ailleurs dans le monde, il y a des pêcheurs qui voient bien que tout ça ne tient pas et qui essayent d'agir et de penser autrement. Pourquoi la pêche, activité millénaire, pose désormais un très gros problème ? Est-ce qu'il est possible de continuer à pêcher tout en gardant une planète habitable et agréable ? Que faudrait-il changer radicalement pour réussir une transition du monde de la pêche ? Faut-il tout simplement arrêter de manger du poisson ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Didier Gasquel est professeur en écologie marine à l'Institut Agro et il est basé à Rennes. Il a écrit plusieurs livres sur l'avenir de la pêche, dont le dernier s'appelle « La pêche écologie, manifeste pour une pêche vraiment durable », paru aux éditions Kouaé. Il a également participé à un rapport initié par l'association Bloom et le Shift Project, titré « Pour une transition sociale et écologique des pêches ». Bonjour Didier Gasquel. Bonjour. Alors on peut peut-être commencer par le début. Est-ce que le problème de la pêche, c'est d'abord parce qu'on mange tous beaucoup trop de poissons ? Alors, le problème de la pêche, c'est surtout qu'on pêche trop de poissons et qu'on a des impacts, effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui se cumulent d'année en année. Et on a effectivement vidé les océans d'une partie de leurs ressources et de la quantité de poissons. En fait, il n'y a pas de pêche sans impact. Dès qu'on commence à pêcher, forcément, on ajoute une certaine mortalité à la mortalité naturelle. Et donc, la quantité de vieux poissons diminue. C'est ça, d'abord, le premier processus. On diminue l'espérance de vie des poissons. Et donc, les poissons les plus vieux, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont les plus gros et qui représentent beaucoup de biomasse, tendent à disparaître. Donc quand, je vous prends l'exemple de la pêche de la morue, ça a longtemps été une des grandes espèces emblématiques, une des principales pêches qui a traversé les millénaires depuis maintenant des siècles et des siècles. Et en fait, on a bien vu qu'au fur et à mesure, chaque fois qu'on commençait à pêcher dans un endroit, on faisait disparaître les classes d'âge les plus âgées, les poissons les plus grands. Alors, on allait pêcher plus loin. À partir de l'an 1000 ou du 11e ou du 12e siècle, on a commencé à ne plus trouver de grandes morues en mer du Nord. Donc, on est allé sur les côtes de la Norvège. Et là, on a dit, il y a des morues beaucoup plus grandes ici. Et puis, même chose, on a fait disparaître les plus grandes. Alors, on est allé en Islande. Et puis, après l'Islande, on est allé un siècle ou deux plus tard sur les côtes des États-Unis. Et chaque fois, les pêcheurs ont dit, on a trouvé une nouvelle espèce qui est beaucoup plus grande. Et en fait, évidemment, c'était la même espèce. Seulement, il y avait encore les vieux poissons. Quand il n'y a pas de pêche, il y a plein de vieux poissons dans la mer et ça fait des fortes biommasses. Et plus on pêche, plus on n'a plus que des petits poissons et plus la mer se dépeuple. Donc ça, c'est vraiment la situation auquel est confrontée la pêche. On estime que les grands stocks de poissons, ils ont vu leur abondance divisée au moins par 5 et dans les endroits les plus exploités plutôt par 10, avec le développement de la pêche et en particulier avec le développement de la pêche industrielle au cours du XXe siècle. Ce que vous décrivez, Didier Gasquel, c'est quand même un mode de production qui est devenu un peu dingo. Plus on pêche, moins on ramène de poissons. Plus on met de moyens, de gros bateaux, d'énergie pour ramener du poisson, et moins en fait ça fonctionne bien. Ça, c'est quand même un peu paradoxal. C'est là qu'on rentre dans cette logique de surpêche. Est-ce que ça, c'est lié au fait qu'on a franchi déjà un pic de production qui a déjà été passé et qu'on ne peut pas pêcher plus tout simplement que la ressource qui existe ? Alors effectivement, il y a un potentiel de production dans les océans qui est un potentiel de production maximum. Et c'est celui-là qu'on a dépassé. Effectivement, de ce point de vue-là, la pêche, c'est quand même le secteur où je dis souvent, on est en avance. On est en avance dans notre capacité à détruire les ressources. C'est-à-dire qu'on a été plus efficace qu'ailleurs. Et la conséquence de ça, c'est que le pic de production, il est derrière nous.
Les productions mondiales de la pêche, elles ont culminé très exactement en 1996, avec officiellement 86 millions de tonnes pêchées à l'échelle mondiale. En fait, si on rajoute à ça probablement une partie non déclarée, etc., on est plutôt autour de 100, voire 120 millions de tonnes. Et depuis, elle régresse. On perd tous les ans des potentiels de capture parce qu'on descend encore plus bas dans ce niveau des ressources naturelles. Aujourd'hui, on estime qu'en moyenne à l'échelle mondiale, on perd tous les ans 600 000 tonnes de capture en moins disponibles pour les humains parce qu'on surexploite, parce qu'on dégrade la qualité des écosystèmes marins et leur productivité. Mais ces poissons, ils sont quand même utilisés pour finir dans nos assiettes. Et donc, est-ce qu'on est capable de mesurer, par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui, combien on pourrait manger de poissons pour justement laisser les espèces se reproduire et donc à la fois ne pas mettre en péril la biodiversité des mers et des océans et en même temps pouvoir continuer à manger du poisson. Oui, alors ce que nous dit justement cette histoire et cette évolution des pêches, c'est qu'en gros le potentiel de production globale de l'océan à l'échelle mondiale, il est de l'ordre de 100 millions de tonnes. Voilà, l'océan peut nous fournir, et de manière durable, en ce renouvellement, au maximum 100 millions de tonnes. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de pêcher toutes les 100 millions de tonnes, parce qu'après ça pose des questions de fonctionnement d'écosystème. Mais c'est quand même l'ordre de grandeur. Et donc, si vous avez ces 100 millions de tonnes en tête, si on divise par le nombre de terriens à la surface de la planète, ça nous fait de l'ordre de 10-12 kilos de poissons par terrien. Il faut savoir que malheureusement, sur ces 10 ou 12 kilos, il y en a 2, au moins, voire 3, qu'on consacre aujourd'hui à faire de la farine de poisson pour nourrir les élevages et en particulier l'aquaculture. Donc, on pêche du poisson, il y a des grandes flottilles industrielles, ce qu'on appelle les flottilles minotières, qui vont en mer pour pêcher des poissons et finalement pour les donner à manger à nos saumons. Donc, si on regarde la partie pour l'alimentation humaine, il reste en gros 8 kilos au plus en moyenne par terrien. Et aujourd'hui, on consomme combien en France, par exemple ? Nous, les Français, on en consomme 24 kilos issus de la pêche, plus une dizaine de l'aquaculture. Mais 24 kilos issus de la pêche, ça veut dire qu'on mange 3 fois notre dose, 3 fois la dose auquel un terrien moyen a droit. Les Espagnols sont à 4 ou 5 fois leur dose, les Européens en moyenne sont à 2 fois la dose, on est plutôt des gros consommateurs en France. On mange beaucoup trop de poissons en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du coup, on en importe. Et donc, ça a comme conséquence à la fois que ça veut dire qu'on exporte nos impacts écologiques à l'extérieur, on va piller les ressources d'autres pays à leur place, et d'autre part, on enlève de la bouche d'un certain nombre de pays les poissons auxquels ils auraient le droit. Et ça vous étonnera probablement pas, c'est surtout dans les pays du Sud, dans les pays en développement, qu'on voit la consommation de poissons aujourd'hui diminuer, alors que c'est évidemment souvent des pays dans lesquels l'apport en protéines représenté par les poissons est vraiment important du point de vue de la sécurité alimentaire, de l'alimentation. Nous, Français, on arrêterait de manger du poisson, je pense que personne ne mourrait de faim du jour au lendemain, mais il y a des pays dans lesquels c'est une part très très importante de l'équilibre alimentaire des populations. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur l'impact carbone de la pêche, parce qu'on a fait ici dans Chaleur Humaine plusieurs fois des épisodes où on parle de l'alimentation et notamment de la viande, et suite à ça, il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui ont écrit « D'accord, vous nous parlez de l'impact carbone de la viande, mais c'est quoi l'impact carbone du poisson ? Est-ce qu'on sait le mesurer ?» Oui, alors on le mesure relativement bien, et on va dire en valeur moyenne, toute pêche confondue, on est à peu près dans la moyenne de la viande, nettement mieux que le bœuf et plus mal que le poulet ou le porc. Mais en réalité, ça c'est une moyenne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des différences énormes selon les modes de pêche. Il y a des modes de pêche, en particulier ce qu'on appelle la pêche au chalut de fond. Le chalut de fond, c'est un espèce de grand filet en forme d'entonnoir qu'on traîne sur les fonds marins, en ramassant toutes les espèces qui sont justement à proximité des fonds marins. C'est l'engin aujourd'hui dominant en Europe et en France. Et cet engin-là, pour tirer un chalut, il faut des gros moteurs qui consomment beaucoup de gasoil et qui du coup émettent beaucoup de CO2. On estime qu'en moyenne, 1 kilo de poisson pêché au chalut, ça représente entre 1 et 2 litres de gasoil. Voilà, donc moi je dis souvent aux consommateurs, regardez votre filet de poisson dans votre assiette, s'il vient du chalut, vous pouvez poser à côté 2 verres de pétrole, c'est ce que vous êtes en train de consommer. Et est-ce que la pêche, elle en aquaculture, le poisson d'élevage, est-ce que c'est le même type d'impact carbone ? L'aquaculture, telle qu'on la pratique en France, ce qu'on mange comme poisson d'aquaculture, c'est essentiellement le saumon, un peu la truite, un peu la dorade, un peu le bar d'élevage, etc. Tout ça, ce sont des espèces piscivores, c'est-à-dire des espèces qui, dans le milieu naturel, consomment eux-mêmes, sont des prédateurs et consomment du poisson. Conclusion, quand on les élève, il faut leur donner à manger
de la farine de poisson. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer des flottilles de pêche minotière, dont je parlais tout à l'heure, dans les pays du Sud, piller les ressources des pays du Sud pour aller donner à manger au saumon des riches. Moi je dis, c'est non seulement écologiquement absurde, mais c'est vraiment un vrai problème d'équilibre éthique. Moi, j'ai pas mal travaillé en Mauritanie. En Mauritanie, il y a 300 000 tonnes de sardinelles qu'on pêchait avant tous les ans, qui contribuaient à l'alimentation des populations dans toute l'Afrique de l'Ouest de manière tout à fait significative. C'était une source très importante de protéines animales, qui contribuait à faire vivre tout un secteur très important de valorisation du poisson, notamment avec des milliers de femmes qui travaillaient pour le séchage, pour le fumage du poisson avant de le commercialiser. Aujourd'hui, tout ça est en train de disparaître complètement parce que les bateaux vont livrer directement leur production aux usines de farine de poisson qui ont poussé partout sur les côtes, en Mauritanie, au Sénégal. On a aujourd'hui des dizaines d'usines de farine de poisson. Donc vraiment, c'est un pillage des ressources du Sud au bénéfice des consommateurs de saumon. Je trouve que c'est intéressant de souligner aussi ce paradoxe-là, parce qu'en fait, c'est aussi une contradiction. La pêche industrielle, les grands bateaux, en fait, ils consomment beaucoup de pétrole, donc ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre, donc ils contribuent en fait directement au changement climatique. Mais la pêche, elle est aussi victime de ce changement climatique, parce qu'il y a des impacts sur les mers et sur les océans. Est-ce que c'est juste de dire que, en fait, le changement climatique, c'est une sorte d'accélérateur des conséquences de nos pratiques de pêche ? Oui, c'est un accélérateur, c'est-à-dire c'est des effets évidemment qui s'ajoutent, voire qui créent des phénomènes de synergie. À l'échelle mondiale, c'est peut-être un peu moins vrai en Europe, où on commence à essayer de mieux gérer les pêches, à défaut de bien les gérer, on commence à les gérer un peu mieux ou un peu moins mal. Mais quand même, à l'échelle mondiale, c'est clair que c'est la pêche le premier facteur d'impact sur la biodiversité marine en général. La pêche change complètement la structure des écosystèmes, diminue la quantité de prédateurs, donc modifie tout le fonctionnement de l'écosystème. Elle a des impacts massifs. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit apparaître des impacts tout à fait significatifs dès aujourd'hui du changement climatique. On voit des populations de poissons qui s'effondrent. L'exemple étant la fameuse morue dont je parlais tout à l'heure, qui a été le poisson dominant et qui n'est plus du tout qu'une espèce résiduelle. Alors, en partie parce qu'elle a été pêchée, mais on s'aperçoit qu'au moment où on a essayé de prendre des mesures, et des mesures extrêmement énergiques, de limitation des captures, de quotas de pêche, etc., le changement climatique est arrivé et fait que les populations se sont effondrées. La morue de mer du Nord est en régression très forte, celle de mer Celtique, mais on pourrait citer le merlan, on pourrait citer la sole du golfe de Gascogne, par exemple. On sait qu'elle est en réduction parce que les apports des fleuves sont en réduction sur les côtes de l'Atlantique. Or, les apports des fleuves, c'est des apports de nutriments. Ces nutriments nourrissent le phytoplancton, qui nourrit le zooplancton, qui nourrit les jeunes de sol qui viennent dans les premiers stades de vie, justement à proximité des côtes. Donc on a déjà des effets très perceptibles du changement climatique. Mais c'est des effets qui sont liés au fait que la température de l'eau augmente, au fait que les océans sont plus acides. Qu'est-ce qui, en fait, concrètement... Alors, probablement tout. C'est-à-dire que dans le cadre de la morue, par exemple, on sait très clairement que ce sont les populations qui se retrouvent dans des eaux trop chaudes par rapport à leur préférendum thermique, qui ont un beaucoup plus mauvais succès de la reproduction, plus mauvaise survie des larves, etc. Dans le cas de la sole, c'est plutôt les apports d'eau douce. Donc, vous voyez, on est sur des dynamiques complètement différentes. Les potentiels de capture de la pêche ont déjà diminué en zone Europe. On estime ça, une diminution qui est de l'ordre de 5 à 10% des potentiels de capture liés au changement climatique. On va encore prendre au moins 5 à 10% d'ici les années 2050. Là, les choses sont déjà jouées. J'ai envie de dire, quoi qu'on fasse en matière de changement climatique, il y a une inertie de la machine océanique qui est tellement forte qu'on sait ce qui va se passer jusqu'en 2040-2050. Et puis au-delà, tout dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que soit on arrive à réellement limiter nos émissions de CO2 et puis les choses se stabiliseront à peu près, soit on part dans une glissade encore plus dramatique. Mais est-ce que là-dessus, dans la manière dont on raisonne sur ces questions-là, on sait qu'à un moment donné, on atteint une sorte de point de non-retour, c'est-à-dire à force d'avoir, par exemple, le réchauffement de l'océan, de la surpêche, etc. Est-ce que pour certaines espèces ou dans certains cas, on se dit, là, en fait, c'est perdu, on n'arrivera pas à reconstituer un stock, ou est-ce qu'en fait, on n'est jamais à ce point-là ? Alors ça, c'est une question qui est très, très, très difficile. Ce qu'on sait quand même, c'est que les premiers effets de la pêche, en fait, ce sont des effets démographiques, ce dont je parlais tout à l'heure. Les vieux poissons sont plus là parce qu'on a diminué leur espérance de vie. Ça, on arrête la pêche.
les vieux poissons, ils reviennent, il suffit de leur laisser le temps de vieillir et ils sont de nouveau là. Donc c'est parfaitement réversible. Quand on a fait de la surpêche de manière intensive des années après des années, en fait, on s'aperçoit qu'il se passe des choses beaucoup plus compliquées. Il se passe des choses dans la réorganisation de l'écosystème. Et l'espèce, d'une certaine manière, perd sa place dans l'écosystème. Bon, un des exemples très forts qu'on a, c'est la morue du Canada. Quand la morue du Canada s'est effondrée à la fin des années 90, on a dit on va fermer la pêche, et puis dans 3-4 ans, les morues seront de nouveau là. On est plus de 30 ans après, les morues sont jamais revenues. Enfin, il y a toujours quelques morues résiduelles, l'espèce n'a pas disparu, mais elle est devenue une espèce complètement accessoire. Elle a perdu son statut de prédateur dominant, régulant à elle toute seule l'écosystème. L'écosystème s'est réorganisé sans elle, et puis du coup, elle a plus sa place. Et alors là, on sait que ça, est-ce que ça reviendra? Peut-être, oui, ça va prendre des décennies. On est plutôt dans ce genre de choses-là. Oui, mais est-ce que du coup, ça conduit pas à se dire, mais après tout, l'écosystème est capable de s'autoréguler jusqu'à un certain point, et donc, oui, on surpêche un peu trop de ci ou de ça, mais oui. In fine, il va y avoir un nouvel équilibre qui va se créer. Oui, alors ça, c'est un grand processus qui est bien connu, donc processus qui est à la fois des impacts de la pêche et puis le changement climatique qui vient se rajouter. Ce qu'on observe, c'est que les espèces qui sont les premières affectées, ce sont généralement les prédateurs supérieurs. Mais on a la même chose dans les écosystèmes terrestres. C'est peut-être encore plus net dans les écosystèmes marins. Donc, on voit d'abord disparaître les grands thons, les grands mérous, les morues, enfin tout cela qui sont... voilà. Et à ce moment-là, on se met à pêcher, peut-être qu'on les pêchait déjà avant, mais en tout cas, on se met encore plus à pêcher ce qui était leur proie. Les harengs, les sardines, les chinchards, etc. Et puis quand on les surpêche, il va falloir pêcher les proies des proies. Et là, on commence à arriver dans les crevettes, dans les méduses, dans les choses, voilà. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus grand-chose. Donc, on a un certain nombre de pays. Moi, j'ai donc travaillé pas mal en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, on a bien vu que les espèces dominant les captures, ça a été longtemps les poissons, notamment les poissons de fond. Et puis derrière, les poissons étaient en régression. On a vu le poulpe. Et puis derrière, on a vu plutôt les crevettes. Et puis maintenant, on voit ce qu'on appelle l'œillette, qui est un espèce de gros mollusque, un espèce de gros bulot. Très honnêtement, nous occidentaux, on trouve pas ça formidable à manger. Qui occupe une place très importante dans les pêcheries. En fait, tout ça, c'est pas une adaptation de l'écosystème, comme on pourrait le penser. C'est une lente dégradation de l'état de santé de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on passe à des écosystèmes qui sont des écosystèmes appauvris, et donc avec, à la fin du compte, moins de production, et avec, à la fin, plus de variabilité. Et ça, c'est très, très problématique pour les pêcheurs. Quand ils exploitent des ressources, une année, il y en a beaucoup, une année, il y en a plus. Quand vous devez investir plusieurs millions d'euros dans un bateau de pêche, c'est absolument ingérable. Enfin, un paysan à qui on dirait la récolte va varier, non pas d'un facteur 1 ou 2, je sais pas combien, voilà, mais d'un facteur 10 ou 20 ou 50 d'une année à l'autre. Personne ne peut arriver à gérer ça, quoi. Enfin, une des difficultés, c'est aussi que les mesures qu'on prend pour limiter la surpêche, elles ne sont pas forcément suffisantes face aux conséquences du changement climatique, justement. Je pense qu'en Europe, on a vraiment commencé à prendre des mesures un peu efficaces de gestion des pêches, en gros, il y a une vingtaine d'années. Avant, on n'a quand même pas fait grand-chose. Et puis, il y a une vingtaine d'années, on a commencé à fixer des quotas, à mieux respecter les avis scientifiques. Voilà. On a vu, côté Atlantique, la pression de pêche diminuer, presque d'un facteur 2, et on a vu un certain nombre de ressources commencer à réaugmenter. Et là, on s'est dit, on est sur le début de quelque chose de très intéressant. Et on a vraiment l'impression, depuis 2, 3, 5 ans, que, d'une certaine manière, on est rattrapé par le changement climatique. C'est-à-dire, les progrès qu'on était en train de faire, on prend derrière la tête un grand coup de bambou, si j'ose dire, du changement climatique, qui remet en cause un certain nombre de nos avancées. Et la surpêche régresse, mais les impacts du changement climatique se cumulent. Et du coup, la pêche est toujours dans cette situation de crise par rapport à la ressource. Mais alors, d'une certaine manière, on imagine que tous les acteurs de cet écosystème, qu'ils soient pêcheurs, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit l'Union européenne, etc., ils voient bien cette situation. Le constat, il est quand même assez partagé. Si c'est le cas, c'est quoi le principal élément bloquant qui fait que on n'arrive pas à avoir une trajectoire différente, c'est-à-dire qu'on continue d'une certaine manière à se tirer une balle dans le pied? Un des partisans aujourd'hui les plus fervents de la diminution de la pression de pêche, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est pas un repère d'extrémistes écologistes, que je sache. Et eux sont les premiers à dire que nos normes de gestion aujourd'hui sont pas assez précautionneuses, se conduisent à des ressources qui sont à des niveaux trop bas et qui, du coup, compromettent la rentabilité de la pêche. Donc on est dans cette situation où on sait qu'à la fois l'écologique et l'économique nous poussent à faire différemment. La vraie difficulté, elle est, alors d'abord, dans le fait qu'il faut arriver à se mettre tous d'accord. Voilà. Un paysan peut décider de conduire son champ en faisant du bio.
Il va faire du bio dans son champ. Un pêcheur ne peut pas décider, lui tout seul, de changer ses pratiques si tout le monde ne décide pas en même temps parce qu'ils exploitent la même ressource au même endroit. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et puis l'autre difficulté, c'est généralement les problèmes de transition. C'est-à-dire qu'on sait qu'en réalité, on pourrait aujourd'hui remplacer une situation qui est une situation de ressources rares, dans laquelle il faut des gros bateaux avec des gros moteurs, consommant beaucoup de gasoil, utilisant des gros engins très impactants, pour arriver quand même à pêcher. Cette situation-là, il faudrait la remplacer par une ressource beaucoup plus abondante, avec moins de bateaux, pêchant finalement la même chose, et en cueillant, comme je dis souvent, les plus beaux fruits du Jardin d'Éden. Mais encore faut-il reconstituer le Jardin d'Éden. Et ça veut dire qu'il faut passer par une période dans laquelle on commence par diminuer la pression de pêche. Et dans un premier temps, si on diminue la pression de pêche, on diminue la capture. Voilà. Donc la situation de transition, elle est compliquée. Enfin, on imagine que si on fait ce que vous dites là, c'est-à-dire moins de capture, en fait même beaucoup moins de capture, c'est aussi moins de revenus pour les pêcheurs. Et du coup, comment on peut faire face? C'est-à-dire, on imagine bien que pour plein de pêcheurs, si on leur dit, en fait, vous n'avez pas de revenus pendant 2 ou 3 ans, le temps que la ressource se reconstitue, personne ne va être d'accord. Absolument. Donc la vraie difficulté, c'est l'opposition court terme, long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, comment on fait pour accompagner la pêche dans des périodes de transition, dans lesquelles, effectivement, si on prend des mesures un peu radicales qui sont, moi, je pense, absolument nécessaires, il va y avoir dans un premier temps, effectivement, des pertes de revenus. Voilà. Quelle politique publique on met pour accompagner ça et permettre à la ressource de se reconstituer et d'aller vers des... Voilà. C'est là qu'on revient à la question des subventions absolument. Et du soutien public. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle que jouent les subventions, ça permet d'aller dans cette direction-là? Donc la réponse est clairement absolument non. À savoir que c'est l'étude qu'on a faite, à laquelle vous faisiez référence, où on regardait les performances économiques et sociales, mais aussi environnementales des flottilles de pêche. On a regardé une autre chose qui était les subventions reçues par chaque flottille. Et la subvention principale, en réalité, aujourd'hui, c'est la détaxe du gasoil. Voilà, la détaxe du gasoil, c'est considéré dans la comptabilité internationale, de manière unanime, comme une forme déguisée de subvention. Alors, les pêcheurs le contestent, mais c'est quand même comme ça qu'on le pense au niveau international. Et cette détaxe du gasoil, elle bénéficie aujourd'hui, ultra majoritairement, aux bateaux qui sont les bateaux les plus consommateurs de gasoil, qui sont aujourd'hui aussi les plus impactants. Donc, clairement, aujourd'hui, on finance de manière indirecte les mauvaises flottilles. Celles qui ont le plus mauvais bilan environnemental, le plus d'impact sur les fonds marins, et en même temps, quand on le regarde, celles qui ont le moins bon bilan en matière économique et sociale, qui créent peu d'emplois, qui sont en réalité peu rentables, et qui ne sont rentables que grâce à ce soutien public. Donc on est dans cette situation aberrante où les secteurs les plus vertueux de la pêche sont ceux qui bénéficient le moins des financements publics. Donc oui, il faut d'une certaine manière arriver à renverser les choses. Alors, je ne propose pas de supprimer demain matin la détaxe du gasoil. Quand je dis les pêcheurs, là, on mettrait tout le monde par terre du jour au lendemain. Voilà, toute la pêche s'effondrerait. Mais il faut, à l'inverse, utiliser, il y a déjà des lignes budgétaires qui existent, il faut réorienter ces lignes budgétaires pour accompagner les pêcheurs vers des pratiques plus vertueuses, vers des pratiques moins impactantes, qui vont nous permettre de réenclencher une spirale positive. Remettre plus de poissons dans la mer. Si on remet plus de poissons dans la mer, on sait qu'on va pouvoir changer d'engin, aller vers des engins moins impactants et repartir dans une perspective de reconstitution de l'état de santé des écosystèmes. Et quand vous parlez du système pêche, ça fait forcément penser au débat qu'il y a eu ces derniers mois sur le système agricole. Est-ce que c'est comparable? C'est-à-dire, on a du côté agricole un syndicat majoritaire, la FNSEA, qui est très puissant et qui co-construit les politiques publiques avec le gouvernement, mais qui du coup représente pas forcément bien tous les agriculteurs et qui plaide plutôt pour une agriculture assez industrielle. Est-ce que c'est le même type d'écosystème qu'il y a au niveau de la pêche? Oui. Alors j'ai envie de dire, c'est le même, mais en pire. C'est le même, mais en pire, parce que au niveau de la pêche française, très clairement, la pêche est aujourd'hui représentée par ce qu'on appelle une structure qui s'appelle le Comité national des pêches, et qui est clairement une structure qui, en fait, représente essentiellement les intérêts de la grande pêche industrielle et des plus gros armements et des gros bateaux. Les petits pêcheurs artisans sont très, très mal représentés dans ce système. Et quand je dis que c'est pire, c'est que dans le domaine des pêches, mais il n'y a même pas, je dirais, de syndicats alternatifs, d'opposition, etc. Il y a une espèce de culture de la pêche qui est ce que j'appelle la culture de la citadelle assiégée. La pêche, depuis très longtemps, probablement depuis la presque Grande Guerre mondiale, s'est structurée comme un secteur dans lequel la profession assure une espèce de cogestion du système pêche, mais l'assure en se vivant comme une espèce d'ensemble menacé de partout et par tout le monde. Et toute proposition d'améliorer la gestion des pêches a toujours été ressentie comme une menace. La France, c'est le pays qui se caractérise comme étant le pays qui a été le plus
longtemps contre l'instauration des quotas de pêche, contre les réglementations du maillage, contre les réglementations sur les tailles minimales légales, qui ont toujours été considérées comme une menace. Enfin, pourtant, malgré tout ça, pour les pêcheurs, et notamment les pêcheurs côtiers, les pêcheurs artisanaux, comme on dit parfois, eux, c'est aussi des destructions d'emplois massives pendant ces dernières années. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un plan social énorme. Et donc, en fait, malgré tout, ces politiques-là, elles n'ont pas permis de maintenir un écosystème pêche qui soit favorable, même pour les principaux intéressés. Absolument. Mais alors, je vous ai dit tout à l'heure, je pensais qu'on avait fait un certain nombre de progrès en matière de gestion des pêches. Clairement, on a fait des progrès du point de vue de la ressource. Mais ça, on l'a fait au détriment du modèle social. Clairement, c'est-à-dire que ça a été une vision imposée par l'Europe, qui est ressentie par les pêcheurs, et je pense là pour le coup à juste raison, comme une vision ultra-libérale, qui est on favorise l'émergence d'un petit nombre de gros bateaux industriels, avec cette idée qu'en plus ça sera beaucoup plus facile à gérer, et ça se fait au détriment de la petite pêche côtière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un pays comme le nôtre, il n'y a pas qu'en France, c'est le cas globalement dans tous les pays de l'Europe du Sud aussi, la pêche, elle sert à produire des protéines animales, mais elle a un autre rôle que celui de nous fournir de l'alimentation, elle a un rôle d'aménagement du territoire. Ça, c'est très important dans un pays comme la France. La pêche, c'est la vie sur la côte, quoi. C'est-à-dire que c'est les bourgs, c'est les villages, c'est les petites villes qui vivent de la pêche. Et comme je dis souvent, c'est pas seulement les pêcheurs, pas seulement les marailleurs, pas seulement les constructeurs de bateaux. Jusqu'à un certain point, c'est aussi l'instituteur, le garagiste, le coiffeur, qui sont dans le bourg et qui n'y seraient pas s'il n'y avait pas une activité économique liée à la pêche, qui est une activité pérenne. Et d'ailleurs, dans les endroits où la pêche a régressé, ce qui s'installe, c'est la désespérance, les territoires côtiers à l'abandon, le repli sur soi, le vote extrême. Justement, comment on fait pour éviter ça ? Il faut privilégier une petite pêche côtière qui est aussi une pêche riche en emplois, pourvoyeuse d'emplois et qui fait vivre les territoires. Donc, les petits bateaux côtiers, il faut leur réserver l'exploitation de la bande côtière. Il n'y a pas de raison que des grands chalutiers industriels de 100 mètres viennent en Manche, dans la zone des 12 000, y compris des fois dans des aires marines protégées, prélever en une nuit des centaines de tonnes de poissons qui permettraient de faire vivre plusieurs pêcheurs sur l'année. Donc, quand on fait ça, du point de vue écologique, ça ne change pas grand-chose. Moi, je dis souvent, le poisson, qu'il soit pêché par un petit bateau ou un grand bateau, il s'en fiche. Par contre, du point de vue de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la contribution de la pêche à l'économie et aux bénéfices de l'ensemble de la société, c'est complètement différent. En réalité, la question, c'est finalement qui va s'approprier les richesses produites par la nature ? La pêche, ça produit rien. C'est les océans qui produisent. Les pêcheurs vont ramasser la productivité des océans, à notre demande à la société. Et donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la richesse qui est ainsi produite ? Est-ce qu'elle atterrit dans la poche de quelques riches armateurs qui vont avoir des gros bateaux et gagner énormément d'argent capitaux ? Ou est-ce que finalement, on répartit cette richesse en un grand nombre de petits pêcheurs qui font vivre, comme je disais, l'instituteur, le coiffeur et finalement toute l'économie côtière ? Pour moi, ça, c'est vraiment une des grandes questions. C'est comment on fait pour maximiser l'utilité économique, sociale, voire même sociétale de ces biens que nous produit la nature et qu'elle peut nous produire de manière durable. Mais si on suit un peu le fil de votre pensée, on se dit, en fait, une des politiques publiques à mener, c'est de choisir comment on soutient un certain type de pêche plutôt qu'un autre. Ça, comment on s'y prendrait ? C'est-à-dire en disant, on dirige des subventions plutôt vers des pêches qui sont plutôt des pêches côtières, plutôt de la pêche dite artisanale. C'est-à-dire qu'il faut la prioriser dans les politiques publiques ? Alors, ce qu'il faut, c'est développer ce que moi j'appelle la pêche écologie. La pêche écologie, c'est la reprise du mot agroécologie. L'agroécologie, c'est une nouvelle forme d'agriculture. La pêche écologie, c'est une nouvelle forme de pêche qui vit plus en harmonie avec la nature, qui conduit à réduire les impacts. Tous les impacts écologiques. La question, c'est comment on fait pour que chaque kilo de poisson qu'on pêche, on le pêche avec moins d'impact, mais aussi qui cherche à maximiser, ce que je disais avant, l'utilité économique et sociale de chaque kilo de poisson. Et quand on a ça en tête, on se dit que, oui, la petite pêche côtière a déjà beaucoup d'avantages. Elle utilise majoritairement des engins qui sont globalement moins impactants. Les lignes, les filets, les casiers. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Par exemple, les filets, c'est eux qui sont responsables des captures accidentelles de dauphins, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Mais quand même, globalement, c'est des engins qui impactent moins, qui émettent moins de CO2 et qui, quand c'est de la petite pêche, créent beaucoup d'emplois. Moi, je pense qu'on peut re-remplir les ports avec plus de bateaux, plus de marins, faisant ce choix-là. Mais comment on fait ?
Alors, je vais y venir, mais avant d'y venir, je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que, en même temps, je pense qu'on a absolument besoin aussi de gros bateaux. Parce que on va pas ne pêcher que la bande côtière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ça représente en gros 15% des captures. Peut-être que si on la soutient, on pourrait monter à 20, peut-être à 25, peut-être à 30. On a besoin aussi de gros bateaux pour aller pêcher au large. Et eux, c'est encore plus compliqué. Parce que eux, pour le coup, ils sont dominés par le chalut. Et eux, ils sont réellement dans une impasse. C'est-à-dire qu'ils pêchent au chalut, ils savent plus comment pêcher autrement qu'au chalut. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'avoir des gros bateaux qui ne soient pas des bateaux dont la pratique de pêche est complètement destructrice pour l'écosystème, ramasse tout ce qu'il y a au fond, et détruit sans Moi, je pense que regarder. la réponse est sans aucun doute oui. Mais c'est compliqué, on va pas le faire du jour au lendemain. Donc, il y a déjà un processus qui est en cours et qui, à mon avis, est inéluctable, c'est le processus de déchalutisation. C'est-à-dire qu'en réalité, déjà aujourd'hui, les chaluts, ils sont en régression parce qu'ils ont cessé d'être rentables, parce que le gasoil augmente, parce qu'il y a une pression de la société, parce qu'on sait qu'en même temps, ils ont des impacts, etc. Donc, cette déchalutisation, il faut l'accepter, il faut l'anticiper, il faut la préparer et il faut commencer à inventer un avenir post-chalut. Et ça, les pêcheurs ont beaucoup de mal parce que ça fait des décennies, ils ont tellement investi sur cet engin qu'ils ont oublié. Ils ont oublié qu'on pouvait pêcher autrement. Mais pourtant, on sait qu'on peut pêcher autrement. Il y a déjà des endroits où c'est possible. On sait, par exemple, que nous exploitons, nous, les langoustines exclusivement au chalut. Un pays comme l'Islande exploite les langoustines exclusivement au casier. Bon, le casier, c'est un engin, j'ai envie de dire, alors qui est parfait. Quasiment aucun impact, pas de capture accidentelle, très peu d'impact carbone, très peu d'impact sur les fonds marins. Et quand vous regardez l'exploitation des langoustines en Islande, c'est ultra rentable. Donc, moi, je dis là, fermons aujourd'hui 5 ou 10% de la zone de pêche des langoustines qui est dans le golfe de Gascogne, ce qu'on appelle la Grande Vasière. Donc on enferme 5 ou 10% où on interdit le chalut. On attend 1 an ou 2 qu'elles grandissent et puis on réouvre des licences de pêche pour qui veut y aller, au casier. Je vous garantis qu'on fait ça. Dans 5 ans, la totalité des pêcheurs demandent à passer au casier. C'est-à-dire qu'il faut recréer cette envie de passer à quelque chose en faisant la démonstration que c'est possible et que non seulement c'est possible, mais ça conduit à des écosystèmes en bien meilleure santé, à des captures beaucoup plus stables et puis finalement à des niveaux de rentabilité qui sont beaucoup plus forts. Il y a un marché fabuleux pour vendre de la langoustine royale à des prix importants. Alors bon, là, on sera sur du produit probablement un peu de luxe. Hein. Voilà. Donc ça, il y a des endroits où on sait qu'on peut le faire. Et ça, quand vous, par exemple, vous expliquez ça, que ce soit au pouvoir public ou à des pêcheurs, est-ce qu'ils sont réceptifs à ça? Ou est-ce qu'ils disent, oui, en théorie, c'est bien, mais dans la vraie vie, on n'y arrive pas? Alors, clairement, il y a aujourd'hui un vrai trauma parmi les pêcheurs qui sont très inquiets et très arc-boutés sur l'idée qu'ils sont menacés de partout. Et donc, la vraie difficulté, c'est d'arriver à les entraîner dans un mouvement comme ça, en leur montrant. C'est pour ça que je dis, il faut commencer par le faire là où on a le maximum de garanties qu'on sait que ça peut marcher, que ça va marcher. Je pense honnêtement que les choses sont en train d'évoluer. Parce que effectivement, la pêche, elle est en train, elle est aujourd'hui le dos au mur dans cette situation où elle est soutenue à bout de bras. Non seulement on détaxe le gasoil, mais aujourd'hui on redonne une subvention en plus. Et puis tous les 6 mois, on dit va falloir arrêter. Voilà. Donc c'est un secteur qui aujourd'hui est sous perfusion, qui se bat pour continuer la perfusion, mais qui d'une certaine manière, au fur et à mesure, se rend compte que ça va pas pouvoir durer éternellement. Donc je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience. Il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique pour le proposer aux pêcheurs. Hein. Ça peut pas venir ni de quelques scientifiques, ni des ONG. Il faut vraiment que les pouvoirs publics aient cette vision on peut aller vers un nouveau mode de pêche, sortir du chalut, aller vers des pêches douces, aller vers des pêches décarbonées, avec beaucoup moins d'impact, beaucoup plus de poissons dans la mer, etc. Et si on regarde du point de vue des consommateurs, est-ce que nos choix à nous, d'abord, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact? Et puis, c'est-à-dire, comment on fait pour savoir si le poisson qu'on mange, il est issu plutôt de pêche dite durable ou au contraire, qu'il est pêché au chalut de manière destructrice? Alors ça, c'est compliqué parce que le consommateur, il aimerait souvent qu'on lui donne une liste d'espèces. Et moi, je m'y refuse toujours parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des espèces de poissons, elles sont structurées en différentes populations. Donc moi, le conseil que je donne aux consommateurs, alors j'en donne plusieurs. Hein. Le premier conseil, c'est vous devez consommer moins de poissons. Le deuxième aspect, ne croyez surtout pas que le poisson d'aquaculture, c'est mieux. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pire. C'est pire. Donc arrêtez de consommer du saumon. Oui, des huîtres, des moules, ça c'est très bien. Demain, j'espère des algues. Demain, peut-être d'autres espèces de poissons d'aquaculture. Il y a place aussi pour une aquaculture vertueuse, hein, mais pas celle qui est aujourd'hui. Et puis après, si on est vraiment sur la consommation des poissons de pêche, eh bien, le critère numéro 1, c'est
c'est de commencer par regarder l'engin de pêche. Il est probable que vous éviterez pas complètement le chalut, il est tellement dominant, il y a certaines espèces qui sont pêchées quasiment à 100% au chalut. Mais réduisez, essayez de privilégier la consommation de poissons qui sont pêchés à la ligne ou au casier, voire au filet. L'engin de pêche doit obligatoirement être sur l'étiquette de votre poissonnier ou sur l'étiquette du rayon à marée en grande surface. Si ça y est pas, vous devez demander à ce que ça y soit. Il doit y avoir l'engin de pêche. Donc voilà, il faut diminuer la part du chalut. Et puis alors je dis aussi, alors ça, c'est peut-être pas très facile quand on est à Paris, mais enfin, on peut le faire au moins quand on est en vacances. Essayez de pêcher la pêche du jour. Parce que la pêche du jour, vous allez privilégier la petite pêche côtière qui a toutes ses vertus, à mon avis, économiques et sociales, quoi. Donc ça fait déjà un ensemble de choses. Je pense que le consommateur a une responsabilité à jouer. Après, j'ajoute une dernière chose. C'est que on résoudra pas le problème de pêche sans un certain nombre de choix politiques. Donc moi, je dis toujours aux consommateurs, vous avez votre carte bleue, vous avez aussi votre carte d'électeur. Et en tant que consommateur, n'oubliez pas que vous êtes un citoyen. C'est d'abord vos engagements citoyens qui vont déterminer la politique des pêches. Alors, on a beaucoup parlé dans cette conversation de tout ce qui est difficile de transformer dans ces trajectoires-là de modèles de pêche, de système pêche. Vous qui travaillez sur ces sujets-là depuis longtemps, qu'est-ce qui, malgré tout, vous donne de l'espoir qu'il est possible d'aller dans la bonne direction ? Alors, ce qui me donne de l'espoir, c'est que je pense, d'abord, il y a eu quelques succès, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a fait la démonstration, et pour moi, ça, il faut quand même pas bouder son plaisir. On a fait la démonstration aujourd'hui qu'il est possible de diminuer la pression de pêche. Il faut qu'il y ait la volonté politique pour le faire. Elle est plutôt en régression ces dernières années, donc je suis un peu inquiet, mais enfin, voilà, on sait que c'est possible. Et on sait aussi que quand on le fait, ça conduit à améliorer la situation des ressources. Voilà, on a de très multiples exemples où quand on s'est enfin décidé à prendre les mesures, on a vu des populations de poissons remonter, on a vu à une époque le merlu remonter, on a vu la plie du Nord remonter, on a vu plein d'espèces aujourd'hui se portent nettement mieux qu'il y a une dizaine d'années. Pas toutes, mais un certain nombre. Alors avant de vous laisser repartir vers Rennes et la Bretagne, je voulais savoir comment vous posez aussi ces questions-là à un niveau plus personnel. D'abord, je suis obligé de vous demander si vous continuez de manger du poisson ou si vous en mangez plus du tout. Ah non, mais moi je dis qu'il faut manger du poisson. Je dis même aux consommateurs, mais faites très attention, si vous mangez pas du poisson, qu'est-ce que vous mangerez ? Vous allez transférer une partie de vos impacts des milieux marins vers les milieux terrestres. Les milieux terrestres, honnêtement, ils n'ont pas forcément besoin qu'on rajoute encore de l'impact aux impacts qui sont déjà là. Donc moi, je dis, la mer peut nous produire de manière durable, renouvelable, en ayant des écosystèmes en bonne santé, résilients, etc., une partie de notre alimentation. Donc oui, moi, j'essaye de continuer à manger du poisson. Alors, d'en manger moins, contrairement à ce que j'ai dit. Alors moi, c'est plus facile, je connais un petit peu les espèces qui sont... Voilà, donc je peux me permettre un peu plus d'orienter vers les espèces, mais aussi de privilégier la pêche du jour, privilégier ce qui vient pas du chalut. Et alors, dans d'autres domaines, est-ce que, par rapport à la question climatique, il y a des pratiques que vous avez changées ? Par exemple, est-ce que vous prenez encore l'avion ? Alors, je prétends pas être un modèle de vertu en tout. Ce qui est clair, c'est que je prends moins l'avion. Ça, c'est évident. Moi, j'appartiens à une génération de scientifiques où, notamment pour des raisons professionnelles, on prenait l'avion à tout bout de champ. Je me rappelle d'une époque, il y a plusieurs décennies, on va dire, où j'expliquais à mon épouse que je m'arrangerais pour pas partir plus de 7 fois dans l'année à l'autre bout du monde, dans un colloque, dans un groupe de travail, etc. Mais c'était la norme, en fait. C'était 7 fois par an, on prenait l'avion, on allait à l'autre bout du monde, on faisait un groupe de travail, etc. Aujourd'hui, on est plutôt à une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. On a développé beaucoup les colloques, les conférences, les visios, etc. Voilà. Donc, on n'est pas encore à zéro. Mais clairement, c'est une question... La recherche, je dirais, moi, j'appartiens au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. On est vraiment dans ces réflexions à comment on modifie nos pratiques pour commencer à diminuer l'impact. Est-ce que sur toutes ces questions-là qu'on vient d'évoquer, qu'il s'agit des questions climatiques ou des questions de biodiversité, il y a quelque chose qui vous hérisse particulièrement, qui vous énerve, vous dites ça c'est un truc qui ne devrait plus exister, qui devrait s'arrêter demain ? Oh là, des choses qui devraient s'arrêter demain, j'en vois beaucoup. Alors si j'essaye d'en citer une seule, puisque c'est des questions dont on n'a pas parlé, moi je suis particulièrement hérissé qu'on ait en France tant d'aires marines protégées, qui soient rigoureusement pas protégées. On est quand même dans cette situation absolument abracadabrantesque, dans laquelle des chalutiers de plus de 100 mètres peuvent venir en toute légalité, parce que c'est pas interdit, chaluter à l'intérieur des aires marines protégées. Donc moi, je dis au ministre très clairement, mais interdisez demain matin la présence des bateaux de plus de 40 mètres. Alors commençons par les plus de 40 mètres. Ça en fera pas beaucoup d'ailleurs, mais au moins ça sera le début d'un symbole qui est qu'on se met à enfin commencer à protéger les aires marines protégées. Est-ce que vous avez un
un livre, un film ou une œuvre de fiction que vous aimeriez partager sur ces sujets-là ou qui vous a particulièrement marqué ? J'ai été très marqué dans ma jeunesse par les bouquins des frères Damien. Les frères Damien, c'était des jeunes qui faisaient, à l'époque, il y en avait très très peu, qui étaient des navigateurs qui partaient faire le tour du monde. Et bien peut-être pour en citer un deuxième qui est plus dans le domaine, alors plus directement, c'est Anita Conti. Anita Conti qui était une des premières femmes biologistes des pêches ou biologistes marines avant l'heure et qui a fait beaucoup d'embarquements avec les marins, notamment dans l'entre-deux-guerres, qui a fait des grandes campagnes à la pêche industrielle sur les Terre-Neuva, etc. Et ce qui m'avait beaucoup frappé dans ses écrits, c'est à la fois une espèce de complicité et réellement d'amour pour ce métier du pêcheur, et en même temps, cette espèce de recul un peu effaré. Et elle dit dans son livre une phrase qui, en substance, dit « L'agriculture, c'est planter, faire naître et faire pousser. La pêche n'est rien d'autre que tuer et ramasser. » quoi. Et donc, elle avait à la fois cet amour des pêcheurs et cette conscience qu'il y a un vrai problème derrière et qu'il faut réfléchir à la question. Merci Didier Gasquel. Merci à vous. Je dois bien reconnaître que je connais pas très bien le monde de la pêche. Et forcément, en préparant cet épisode, puis en discutant avec Didier Gasquel, j'ai appris énormément de choses. La première, qui m'a sauté aux yeux, c'est que je me rendais pas compte de l'ampleur du désastre. Évidemment, j'avais déjà entendu parler de la surpêche, de l'effondrement de la biodiversité marine, des problèmes du secteur de la pêche. Mais les chiffres que donne Didier Gasquel sont hallucinants. On a passé le pic de production de poissons dans les années 90 et les grands stocks de poissons ont été divisés par 5, voire par 10 dans certains endroits. Surtout, plus on met d'énergie et d'argent pour pêcher, moins on y arrive. Je suis obligé de penser au Shaddock, qui pompait sans arrêt et sans succès, mais qui devait forcément continuer à pomper. Et c'est vrai que cette logique est absurde. Pas simplement d'un point de vue de l'écosystème marin, mais aussi d'un point de vue économique, et même d'un point de vue climatique, on émet plus de gaz à effet de serre pour pêcher moins de poissons. C'est quand même une idée un peu difficile à accepter. Le deuxième point qui me reste dans la tête, c'est que tout n'est pas perdu, et qu'on a des leviers pour aller dans le bon sens. D'abord, pour préserver les poissons et les écosystèmes marins. Et pour ça, il y a des expériences qui fonctionnent. Imposer des quotas de pêche, c'est difficile pour les acteurs du secteur, mais c'est pourtant nécessaire. Et surtout, avoir de vraies aires marines protégées pour laisser la biodiversité et les ressources en poissons revenir, ça semble crucial. Et on a la preuve que ça marche, avec un peu de volonté politique. Si j'osais, je dirais que c'est là où ça pêche. Désolé pour la mauvaise blague, mais la France a l'une des plus grandes façades maritimes d'Europe, et pourtant les gouvernements français jouent plus souvent le court terme et la défense de ce modèle du passé, plutôt que d'inventer un nouveau modèle de pêche qui serait profitable aux écosystèmes, aux pêcheurs et à nous autres citoyens et consommateurs. C'est dommage et c'est pas vraiment à la hauteur des enjeux. Le troisième élément, c'est forcément les pêcheurs eux-mêmes. Comme pour le secteur agricole, vouloir changer la pêche sans les pêcheurs, ça ne semble pas très réaliste. Et comme pour le secteur agricole, les acteurs du secteur sont pas tous hyper volontaires pour le changement. Mais dans ce que dit Didier Gasquel et dans le travail que font beaucoup de chercheurs sur le sujet, il y a des raisons d'espérer. La pêche côtière peut générer plus d'emplois et moins d'impact environnemental. Et aussi des retombées économiques pour les villes côtières. Même si ça ne règle pas la question de la grande pêche au large pour laquelle on n'a pas aujourd'hui de solution géniale qui s'offre à nous. Tout de même, ça veut dire qu'il y a des options sur lesquelles on peut travailler dès maintenant. Un dernier point peut-être plus personnel. Moi, depuis que j'ai enregistré cet épisode, je regarde mon plateau de la cantine un peu différemment. Très souvent, le poisson y a remplacé la viande pour réduire mon impact carbone, mais en fait, je m'étais jamais posé la question ni de la provenance du poisson, ni de comment il avait été pêché. Je sais pas vous, mais moi, cette conversation, ça me pousse à y faire beaucoup plus attention. Et sur ce point-là, comme sur tous les autres, je suis ravi d'avoir vos avis, vos expériences et vos critiques à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 5 de Chaleur Humaine, produit et préparé par Cécile Cazenave, réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. Je suis très heureux de vous retrouver pour 10 nouveaux épisodes et peut-être quelques surprises supplémentaires. Vous le savez déjà, Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement sur le site du Monde. Et c'est un livre du même nom, toujours disponible en librairie. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a fait découvrir que nous étions de pauvres pêcheurs de trop pêcher ou si au contraire vous ne changez rien à la composition de votre assiette. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et votre meilleure recette de courges dorées au miel et au fromage de chèvre à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr.
Je sais, j'ai encore beaucoup de retard sur mes réponses aux messages, mais je lis tout et je finis toujours par répondre. Si vous en avez marre des emails, vous pouvez aussi m'écrire par courrier ou m'envoyer des colis, certains le font parfois, si ça vous chante, au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013, Paris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez aussi le partager à vos amis ou ajouter des étoiles et des commentaires sur vos applis. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. Mais puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous glisser une petite recette familiale que je ne fais moi-même pas assez souvent, mais qui me fait saliver rien que d'y penser. Au Liban, le kebbe, c'est un plat qui se fait souvent avec de la viande, mais il y a une version qui existe avec du potiron et des épinards, qui n'est pas très connue mais assez satisfaisant. Alors on y va, vous prenez un petit potiron ou une courge, 2 tasses de boulgour, 500 g d'épinards, ou plus, ça c'est jamais un problème, une boîte de pois chiches, 2 ou 3 oignons, des noix, des pignons ou des amandes, ce que vous aimez. L'étape 1, c'est de cuire le potiron une vingtaine de minutes en cubes dans de l'eau bouillante. Puis quand vous l'égouttez, vous gardez cette eau pour faire tremper le boulgour pendant 10-15 minutes. Et puis ensuite, vous mélangez ça avec un demi-oignon coupé très fin, vous salez, vous poivrez, pour faire une sorte de pâte homogène. L'étape 2, c'est la garniture. Vous faites dorer, mais alors vraiment beaucoup dorer, quasiment cramer des oignons. Puis vous ajoutez les épinards, les pois chiches, les fruits secs. Et là, vous pouvez mettre aussi un peu de jus de citron ou de sirop de grenade, par exemple, si vous aimez bien, pendant 5-10 minutes. Et puis la dernière étape, c'est que dans un grand plat qui va au four, au fond, vous étalez la moitié de la pâte. Vous garnissez avec les épinards et les oignons, tout ça. Et puis vous recouvrez avec le reste de la pâte, comme si c'était une sorte de gâteau homogène. Ensuite, les gens qui sont plus doués que moi, ils font des jolis motifs avec leur couteau sur la pâte. Et puis vous mettez tout ça au four à 180 degrés pendant 35-40 minutes. Vous savez que c'est bon quand le dessus est un peu croustillant. Et là, on peut le manger par exemple avec du yaourt à côté. Et en général, c'est assez réjouissant. Voilà, alors là, vraiment, bravo, parce que vous êtes resté jusque-là, c'est encore plus long que d'habitude. Allez, promis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci et à bientôt.